Et ils nous rejoignent pour parler de ce qui a eu lieu aujourd'hui, c'est-à-dire la journée portes ouvertes du SPIL. Le SPIL, alors chaque fois je me trompe, mais je vais essayer de ne pas le faire. Le SPIL, c'est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. C'est ça? C'est bien ça. C'est ça. Et donc chaque année, ce syndicat qui regroupe à la fois ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire des sites internet qui n'ont pas de support papier ou de compagnon papier, des sites d'information, essentiellement des sites dans les régions, des sites nationaux, comme des sites même qui couvrent l'actualité internationale, comme le travail que fait Indigo Publications. Chaque année, le SPIL organise une journée porte ouverte pour faire une sorte d'état des lieux de la presse numérique. Et cette année était un événement tout à fait particulier puisque le SPIL a présenté un manifeste qui se présente comme un manifeste de refondation pour un nouvel écosystème de la presse numérique. Vous savez tous que la presse papier, ce qu'on appelle de manière un petit peu polémique la vieille presse, est submergée dans une crise historique. On n'a pas trouvé les quotidiens à 3 reprises ces 15 derniers jours, et que c'est donc tout ce système de l'information qui est en train d'être bouleversé en France. Maurice Bottbol, qui est président du SPIL, quels sont les points forts de ce manifeste? Alors, le premier point fort et le premier constat duquel nous sommes partis, c'est qu'aujourd'hui, la presse en France vit dans un écosystème qui est basé sur l'industrie de la rotative et que nous nous dirigeons tout droit vers l'ère de la tablette. Et que donc, entre ces deux univers, il y a incompatibilité totale et que l'écosystème dans lequel nous sommes aujourd'hui a été conçu pour une certaine forme de presse, que cette forme de presse, effectivement, voit chaque année, et notamment ces dernières années, les aides directes qui lui sont attribuées augmenter pendant que le nombre de ses lecteurs baisse. Et nous nous sommes dit qu'il fallait réagir par rapport à ça. Le SPIL a été créé il y a 3 ans, donc il est né avec tout ce foisonnement de nouveaux sites de presse numérique. Et au cours de ces 3 années, nous avons participé à un certain nombre d'instances de la presse traditionnelle, à laquelle nous avons été aimablement invités, mais nous y avons participé parce que nous voulions voir comment ça marchait, comment tout cela se passait. Et Louis Plenel siège à la commission paritaire des publications agences de presse, donc c'est cette commission qui donne le label presse à soit de la presse traditionnelle, soit à un site de presse. Moi-même, j'ai siégé aussi pendant 3 ans dans ce qu'on appelle le fonds SPEL, c'est-à-dire le fonds de soutien à la presse en ligne, qui distribue une petite partie. Toute petite. Toute petite partie. Combien? 60 millions sur un peu plus d'1 milliard? Non. Oui. Alors, l'ensemble des aides à la presse, c'est 1 milliard, ouais. C'est-à-dire plus de 10% du chiffre d'affaires de la presse. C'est phénoménal. C'est les aides les plus importantes en Europe. Pour la presse, oui. Pour la presse, absolument. Donc l'ensemble des aides à la presse, c'est plus d'1 milliard. Là-dessus, pour développer la presse numérique, on a attribué pendant 3 ans 20 millions d'euros par an. Donc effectivement, 60 millions d'euros sur 3 ans, donc mais 20 millions d'euros par an. Et donc nous avons siégé dans ces différents organismes. Et en essayant de faire avancer un certain nombre d'idées, en essayant de comprendre aussi comment tout cela marchait, enfin de manière, je pense, très honnête. Est-ce que ce système est efficace? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'il nous fait avancer? Et ce que nous avons dû constater, d'abord nous avons mené un premier combat qui est celui de la transparence des aides, c'est-à-dire que quand nous sommes arrivés dans ces organismes, nous nous sommes aperçus que l'État donne tous les ans des aides à des journaux et que ces aides ne sont jamais rendues publiques. Voilà, donc notre premier combat, parce que nous estimions... la première surprise, parce que c'est quand même invraisemblable que les fonds publics... On le savait, mais on le savait de l'intérieur. Les aides publiques qui ne sont pas publiques, c'est quand même... Oui, c'est des aides, voilà. Mais c'est une évidence, ça semble de bon sens, sauf que ce n'était absolument pas admis. Nous nous sommes battus pour ça, nous y sommes a priori parvenus, puisque le nouveau fonds qui démarre en 2012, qui a démarré au 1er janvier 2012, il est prévu dans les textes, dans les nouveaux textes, que le ministère de la Culture publie à chaque fois les aides qu'il attribue journal par journal et projet par projet. Ce n'est pas encore, on n'a pas encore vu la manifestation puisque le premier train d'aide n'a pas encore été définitivement attribué, mais normalement c'est prévu dans les textes.
Donc, si je comprends bien quand même, le sens général de ce manifeste, c'est finalement de dire il faut une égalité de traitement. Il faut une égalité de traitement entre les journaux papier, cette industrie qui est de l'industrie lourde et qui aujourd'hui bénéficie de toute une série de systèmes déjà très contestables d'aide publique, dans l'opacité la plus grande, alors que la nouvelle économie qui émerge et les nouveaux systèmes d'information qui émergent et qui sont d'ores et déjà des systèmes d'information de masse, sont, non pas hors la loi, mais sont dans un espèce de no man's land. Non, la loi s'est quand même considérablement améliorée depuis 2009, puisque la presse en ligne qui n'était pas reconnue comme la presse, maintenant est reconnue comme la presse. Nous ne nous battons pas uniquement pour l'égalité. Évidemment, l'égalité est un des éléments sur lesquels nous nous battons. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est que le système actuel est dépassé, il est obsolète, il est inefficace, il a prouvé il est profondément inégalitaire. Et donc, y compris à l'intérieur même de la presse traditionnelle, ce n'est pas simplement par rapport à la presse numérique. L'année dernière, Mediapart s'en est d'ailleurs fait l'écho, la sénatrice à l'époque, Nicole Bricq, a sorti un rapport avec pour la première fois les vrais chiffres regroupés titre par titre, où l'on s'aperçoit, elle le relève dans son rapport, sauf qu'à l'époque ça n'a pas fait plus de bruit que cela, que 50% des aides directes vont à 2% des titres. Oui. Donc c'est un système qui est profondément inégalitaire. Donc c'est contre tout cet ensemble de choses que nous disons que ce système-là, oublions-le, nous ne voulons plus d'aide directe. Nous pensons que ce système est en grande partie déviant, corrompu au sens de ne pas répondre aux besoins pour lesquels il a été créé. Alors, Edoui Mediapart est un membre fondateur du SPIL, et on a expliqué d'ailleurs que depuis qu'on est à l'équilibre, donc depuis maintenant 2 ans et demi, on ne demande plus d'aide directe. On en a d'ailleurs bien peu touché. En quoi on se retrouve, en quoi Mediapart se retrouve pleinement ou avec des réserves dans ce manifeste? Mediapart se retrouve pleinement parce qu'on l'a élaboré collectivement. Il faut bien expliquer ce qu'est le SPIL. Le SPIL, c'est un syndicat professionnel d'une 60aine de petites entreprises qui sont une spécificité française. Et c'est cette spécificité qui doit interroger. Nous sommes le seul pays où il y a, sur le terrain de la presse d'information généraliste et de la presse spécialisée, autant d'initiatives sur Internet, créées parfois par des vieux routiers venus de la presse classique, de la presse traditionnelle. Donc ça dit quoi? Ça dit que non seulement il y a la révolution numérique qui est partout dans le monde, mais qu'il y a en France une crise spécifique, particulière. L'événement de ce manifeste, c'est que des gens qui n'ont pas le même modèle, certains sont gratuits, nous on est payants. Et on croit vraiment que le payant est la seule solution pour créer de la valeur. Certains continuent à accepter des subventions, nous on dit dès qu'on gagne de l'argent, on n'en prend pas. On pourrait multiplier les exemples, le type d'orientation éditoriale, le type de positionnement. Mais ce que nous avons en commun et qui permet de faire ce manifeste, c'est de dire actuellement, et là je crois que les concitoyens doivent bien écouter ça, ce n'est pas une question d'entreprise, de presse, de profit, etc. C'est une question démocratique. Le système que vient de rappeler Maurice est un système qui corrompt profondément la profession. C'est comme ça qu'on a des une people qui ne parlent que des femmes d'un tel, etc. C'est comme ça qu'on a M. Bolloré qui confond la publicité et les entreprises de presse. C'est comme ça qu'on a une dégradation profonde de notre système. Donc c'est quoi le message? Parce qu'il y a les aides, mais il y a aussi une loi fondamentale sur la liberté de l'information. Il y a aussi des thèmes qui nous importent beaucoup à Mediapart, qui sont non seulement l'égalité des supports, qui est un principe évident, mais par exemple cette idée d'une société de presse à but non lucratif. Il y a le dernier point concerne la relation avec les lecteurs. Donc c'est vraiment l'idée d'écosystème. C'est quoi l'image de l'écosystème? C'est qu'actuellement, nous qui nous sommes sur le numérique, Mediapart avec ses audaces éditoriales, mais d'autres avec leurs audaces d'invention dans des secteurs, l'éducation, la santé, l'Europe, etc. Il y a tout ça dans le bouillonnement du SPIL. Au fond, on est des petits poissons. On est des petits poissons face à des gros requins. Parce que l'offensive actuelle, c'est que des intérêts extérieurs à nos métiers rentrent, viennent corrompre notre métier. Et donc on est des petits poissons face à des gros requins et qui nagent dans quoi? Dans une mer polluée.
Alors, le vrai problème, on continue à dire aux petits poissons, ah très bien, hein, je suis content, hein, vous avez sorti un bon scoop, c'est bien, continuez, ah le Spiel, c'est sympa, la journée de la presse en ligne, etc., etc. Ou est-ce qu'on s'occupe de dépolluer la mer? Et là, je ne sais pas ce qu'on va en dire Maurice, moi je sors inquiet de la 3e journée du Spiel. Alors, est-ce qu'Aurélie Filippetti était là, Voilà. qui est ministre en charge du secteur? Non, nous avons Elle invité. n'était pas là. Elle Mais n'était son pas cabinet là. était là, son directeur de cabinet. Non plus. Personne Et il y de avait son cabinet. Personne du gouvernement, ni d'aucun cabinet Mais que ministériel. fait le gouvernement? Je ne sais pas, il doit être occupé à d'autres choses, il doit être en train de sauver Non mais Prestalis. c'est pas drôle, Oui, c'est c'est ça, embêtant. non, mais c'est c'est ça, embêtant. le gouvernement Non. sauve Prestalis. Le gouvernement s'occupe. Moi, j'ai écouté attentivement Aurélie Filippetti au cours de son. Parce qu'elle ne venait pas nous voir. Donc, j'ai écouté ce qu'elle avait à dire devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. J'ai entendu une ministre qui était là en train d'essayer de colmater des brèches, d'essayer d'empêcher un bateau qui va mal en train de couler, de faire en sorte qu'il coule le moins vite possible. Pas qu'il ne coule pas, mais qu'il coule le moins vite possible. Et quelles sont les perspectives d'avenir? Où est la presse numérique là-dedans? On sait, tous nous savons aujourd'hui que certainement que la presse papier ne va pas mourir, qu'elle continuera à vivre, ce n'est pas le problème, mais que le développement de la presse, que la lecture demain de la majorité des lecteurs se fera en numérique, sur ordinateur, sur mobile, sur tablette. Et cette vision-là de la presse de demain, elle n'existe pas dans l'approche du ministère de la Culture. Et ce n'est pas avec 20 millions d'euros qui sont distribués chaque année avec des choses relativement aberrantes. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert de financer 20 applications sur iPad successives de 20 éditeurs différents qui vont toutes être sous-traitées dans des pays émergents, en Ukraine, en Inde et ailleurs. À quoi ça sert? Quel est l'apport, quelle est la richesse que cela nous apporte? Ça va bien au-delà, hein, parce que ce bricolage fait que, au fond, ce qu'on attendait d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle majorité, surtout après toute la dégradation qu'on a vue ces dernières années, c'est qu'il soit au rendez-vous, au fond, des républicains de 1881, la précédente révolution industrielle, François. L'électricité, la rotative, la linotype, tout ça arrive. Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, une loi fondamentale sur la liberté de l'information, la loi du 29 juillet 1881. Et là, c'est ce qu'il faudrait faire. Parce que le manifeste s'appelle Manifeste pour un nouvel écosystème de la presse numérique. Mais c'est de la presse tout court qu'on parle. On parle de l'intérêt du public, du droit de savoir du public, du droit à avoir une information qui n'est pas corrompue. Prenons, Bernard Arnault a fait parler de lui récemment avec ses histoires d'évasion fiscale. Vous en avez entendu parler en long et en large dans le quotidien économique de la presse française, Les Échos? Non, c'est sa propriété. Bernard Arnault, il est le premier annonceur avec les entreprises du luxe. Libération, on aime ou on n'aime pas, fait une provocatrice, Casse-toi Richecon. Il enlève tous les budgets publicitaires. Donc voilà la corruption qui est à l'œuvre et qui est actuellement, il faut le dire aux citoyens, est en train de détruire nos métiers, notre profession, mais derrière cela est en train de détruire quelque chose qui est au cœur de la démocratie. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, une information dérangeante, et on est bien placé, Mediapart, quand on rame pour que nos scoops, on en parle, eh bien, elle ne montera pas, elle sera étouffée. On ne saura pas quelque chose. Donc, il y a un immense enjeu qui est de retrouver une création de valeur qui est celle de la démocratie, qui est à travers nos problèmes d'entreprise. C'est pour ça qu'on est tombé d'accord. C'est pour ça que dans ce manifeste, il y a des gens très différents on a la liste, hein, tu l'as au dos. Il y a l'ensemble des entreprises de presse concernées qui sont conscientes de ça, qui sont conscientes que la seule valeur qui peut faire qu'on ait des entreprises qui marchent, qui embauchent, qui créent de la richesse, c'est si on est au cœur de la confiance du public. Et là, on a besoin d'un écosystème. L'écosystème, on ne va pas le proclamer tout seul. Et donc là, et c'est pour ça que je disais, moi, la journée, il y avait une assistance massive, il y avait tous les fonctionnaires qui, au cœur de l'État, sont au courant de ça, ils sont là, des médias, ils sont venus, mais aucun représentant du nouveau pouvoir. Aucun. Mais même sous la droite, on aurait eu des réponses plus polies. C'est pour ça que je crie à un problème quand même. Même pas. On a tweeté ça ce matin, je me suis dit, bon, ils vont venir, quelqu'un va dire, merde, excusez-moi, mais on a oublié de venir. Rien. Mais quand même. Et alors que les pigeons qui, eux, veulent vendre leur entreprise au bout pour faire des profits personnels,
pas de richesse collective. Ah, tout de suite, on bouge. Ils sont reçus à Bercy dans l'après-midi. On est 11 au MEDEF. On est 11 au MEDEF. Et puis, par ailleurs, cette vieille presse, elle mélange les conflits d'intérêts. Et du coup, parce que la presse est faible, qui va à l'Élysée cette semaine pour essayer d'avoir la Banque publique d'investissement? La présidente du conseil de surveillance de Libération. Qui est le banquier qui se dit le banquier de Bercy, l'actionnaire propriétaire des Inrecuptibles et en partie du Monde. Donc, et lui, il n'a aucun problème à aller au cabinet du ministre. Et donc, il faut, encore une fois, que les parlementaires de gauche, il faut quand même signaler qu'il y avait Michel Francex du Parti Socialiste et André Gattolin d'Europe Écologie Les Verts, qui lui est sénateur, et il faut qu'ils se ressaisissent sur ces questions-là. Maurice, quelles sont les relations avec les autres syndicats professionnels des entreprises de presse? Presse quotidienne, presse magazine, etc. etc. Bon, quand je parle, elles sont moins bonnes, mais grâce à Maurice, elles sont meilleures. Merci Edoui. Je veux dire, il est évident qu'on ne va pas changer le système tout seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Comme dirait Edoui, nous sommes les petits poissons et on a besoin des gros pour dépolluer la mer. Non, oui, on a besoin de dépolluer la mer pour qu'il y ait moins de requins. Pour garder la même image. Donc, on ne s'en sortira pas tout seul. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes en avance sur eux-mêmes. C'est-à-dire que les problèmes que nous soulevons aujourd'hui, ils les découvriront dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est un écosystème dans son ensemble. Et donc, nous soulevons des problèmes aujourd'hui auxquels ils s'intéresseront demain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'entre eux nous écoutent. Ils étaient là, ils étaient présents, tous les représentants des syndicats professionnels étaient là. Pas tous, mais un grand nombre de représentants des syndicats professionnels étaient là, sont intervenus, on dit parfois leurs désaccords et parfois leurs accords. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous apparaissons comme un stimulant intellectuel, si je peux dire. C'est-à-dire que nous posons des problèmes qu'eux-mêmes, parfois aussi par rapport à leurs propres adhérents, n'osent pas poser. Et donc, ils comprennent bien que les questions que nous posons, les problèmes que nous soulevons, sont... il faut les poser. Alors voilà, et nous les aidons à les poser peut-être un peu plus vite qu'ils ne les poseraient eux-mêmes. Alors d'autant qu'il y a un autre enjeu qui est le développement de sites d'information dans les régions et qui, à terme, peuvent devenir très concurrents avec une presse régionale qui est quand même en crise, qui n'est pas toujours de la plus resplendissante des qualités, qui est justement parfois l'exemple de ces conflits d'intérêts, de ces mélanges de la politique, de l'argent et où le journalisme a peu sa place. Comment on fait pour favoriser, aider tous ces sites qui se montent? Il y a depuis déjà longtemps Dijonscope à Dijon, il y a un site qui vient de se créer à Amiens qui s'appelle le Télescope, il y a Mars Actu à Marseille, il y en a un à Toulouse, etc. Qu'est-ce qui peut être fait? C'est intéressant ce foisonnement de sites en région, de sites locaux, parce qu'effectivement, dans les régions françaises, il n'y a plus que des monopoles de presse traditionnelle. Alors, donc on voit apparaître beaucoup de sites. Mais moi, je suis inquiet pour ces sites-là, justement. Je suis inquiet pour ces sites-là parce qu'ils démarrent en général avec très peu de capitaux. Ils ont des modèles économiques qu'ils ont du mal à asseoir, et qu'il n'y a pas justement, et que l'écosystème actuel n'est absolument pas fait pour les accueillir, pour leur permettre de se développer. C'est pour ça que nous demandons qu'un certain nombre de mesures, notamment fiscales, soient prises pour les jeunes entreprises de presse, pour qu'il y ait des incitations à l'innovation, pour qu'il y ait, comme le disait Edoui, un certain nombre, la possibilité de créer des entreprises à but non lucratif, et qui permettent à la fois l'indépendance des rédactions et le développement de cette presse. Mais c'est vrai que là, on a eu un atelier cet après-midi, il y a eu plein d'idées, il y a eu plein de propositions qui ont été faites. Il y a un bouillonnement, il y a une volonté, il y a une détermination à casser un peu ces monopoles locaux. Les politiques publiques ne sont pas du tout calibrées pour faciliter cette émergence. Le pavé dans la mare qu'on a lancé là en clair, c'est de rappeler à tout le monde, de dire mais on est au service du public. Donc tout ce qu'on vient de dire parce qu'en province, comme tu l'as dit, en région, pas de pluralisme. Toutes ces aides sont soi-disant faites au nom du pluralisme. Il y a toujours un quotidien régional qui domine. Et je rappelle que le premier groupe de presse dans l'Est de la France maintenant, c'est une banque, c'est le Crédit Mutuel. Donc quand même, c'est pas le pluralisme. Donc nous, on met un pavé dans la mare en disant, il faut en finir avec ces aides directes qui sont l'alibi d'une corruption. Et ce qui est vertueux, c'est l'aide indirecte. Parce que c'est une aide au lecteur,
pas à l'entreprise, c'est une aide au public. Et c'est ça qu'on demande. Et l'aide indirecte, c'est essentiellement un taux de TVA de 10, parce qu'il faut quand même bien comprendre que la presse papier bénéficie d'un taux de TVA de 10, qui lui permet d'avoir un prix de vente des journaux moins chers, et que les mêmes articles, ou les articles que Mediapart publie ou que d'autres sites payants publient, sont eux taxés théoriquement enfin théoriquement non, aujourd'hui sont taxés à 19,6, c'est-à-dire que c'est quasiment 20% de plus cher que la presse papier. Bon, mais après le succès de cette journée, la ministre va être obligée de vous recevoir. Mais moi, je n'attends pas grand-chose du fait que la ministre nous reçoive. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je veux dire, si c'est pour l'entendre me dire la même chose qu'elle a dit à l'Assemblée nationale, bon, ce que je pense qui est plus intéressant, c'est qu'elle écoute ce que nous avons à dire. C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'elle pourra nous dire. Comme aurait dit un vieil ancien, journaliste, sauvons-nous nous-mêmes. Voilà, journaliste de tous les pays. Bien. Eh bien, merci. Nous nous retrouvons dans une petite dizaine de minutes pour accueillir l'économiste, professeur à l'École d'économie de Paris, Thomas Piketty. On va parler bien sûr de richesse, d'inégalité, de fiscalité, de révolution patrimoine, fiscale. Et évidemment du livre de Thomas Piketty qui s'appelait Révolution fiscale, pour lui poser beaucoup de questions, et entre autres la question: est-ce que François Hollande a engagé la révolution fiscale que Thomas Piketty appelait de ses voeux? Voilà, à tout de suite. Merci.